Au mariage de ma petite sœur, mes parents ont eu un rictus de mépris et ont ricané, cette sale péquenaude a vraiment osé se montrer ici? Ils ne se doutaient pas de qui j'étais vraiment et ils ne se doutaient pas non plus que leur famille était sur le point d'apprendre la vérité. À la seconde où je suis sorti de ma voiture sur le parking de ce domaine en bord de mer près de Saint-Tropez, je l'ai entendu. Mon père, Gérard, se penchant vers ses vieux amis avec un sourire narquois, sa voix portée juste assez loin par la brise marine salée du soir. Regardez ça. La sale campagnarde s'est vraiment pointée. Ma mère, Monique, a gloussé à côté de lui, ajoutant quelque chose sur le fait que je ne cadrais pas du tout avec l'ambiance. Ils n'ont même pas jeté un regard dans ma direction, comme si j'étais une sorte de gêne insignifiante venue du fin fond de la France pour gâcher leur soirée parfaite. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans ce décor luxueux et étincelant ne savait, c'est que j'avais signé l'acte de propriété de tout ce domaine il y a 3 ans. Cette propriété sur la Côte d'Azur était le fleuron de ma chaîne de domaines estivaux de luxe sur le littoral français. Chaque guirlande de lanternes blanches se balançant dans le vent, chaque table élégamment dressée sur la plage privée, chaque centimètre carré de sable immaculé sous leurs chaussures coûteuses, tout cela m'appartenait. Et à la fin de cette soirée, ces insultes chuchotées allaient leur coûter tout ce qu'ils pensaient posséder. Je m'appelle Léa Fournier. J'ai 34 ans, et j'ai grandi dans un petit village de la Corrèze où le plus grand événement était le comice agricole annuel. J'ai quitté la maison jeune et je n'ai jamais vraiment regardé en arrière. Non pas parce que je détestais cet endroit, mais parce que ma famille m'avait clairement fait comprendre que j'étais la déception, le brouillon à côté de ma petite sœur, Chloé, la parfaite qui ne pouvait rien faire de mal. Tout ce que je faisais était comparé à elle, et j'étais toujours à la traîne. Alors, j'ai bâti ma propre vie à partir de rien, et je n'en ai jamais parlé. Les gens vous sous-estiment quand vous les laissez faire, et c'est parfois votre plus grand avantage. Ce soir, j'avais été invité au mariage de ma sœur à la dernière minute, bien sûr, probablement par une sorte d'obligation coupable. J'ai failli ne pas venir, mais quelque chose m'a attiré ici. La curiosité, peut-être. Ou cette part têtue de moi qui voulait voir si quelque chose avait changé. Ce n'était pas le cas. Je me tenais là, dans mon vieux jean et mes bottes usées, prête pour tout ce qui allait suivre. Et croyez-moi, ce qui allait arriver allait bouleverser leur monde. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis absolument tous les commentaires et cela compte énormément pour moi. Cela m'aide à continuer de partager ces histoires avec vous. Merci infiniment pour votre soutien. Maintenant, revenons à la suite des événements. Je marchais lentement le long du sentier de pierre menant à la zone principale de la fête, laissant la brise marine tirer sur mes cheveux tandis que les souvenirs affluaient des souvenirs que j'avais passé des années à essayer de fuir. À 19 ans, j'ai quitté ce petit village de la Corrèze avec pour seul bien une vieille valise et un billet de train pour la côte landaise. Pas d'adieu en larmes, pas de promesse de rester en contact. Ma famille m'avait fait comprendre depuis longtemps que je n'étais pas à la hauteur, alors j'ai décidé d'arrêter d'essayer de m'intégrer là où je n'avais jamais eu ma place. J'ai trouvé un travail de serveuse dans un modeste complexe hôtelier en bord de mer dans les Landes. Le travail était épuisant. Des services interminables debout, à débarrasser les assiettes, nettoyer les tables, gérer des clients exigeants qui traitaient le personnel comme un bruit de fond. Mais j'étais attentive. J'observais comment les directeurs géraient les réservations, comment ils négociaient avec les fournisseurs, comment ils transformaient une bonne saison en profit. Pendant mes jours de congé, j'étudiais des cours en ligne sur l'immobilier et l'hôtellerie, griffonnant des notes sous une lampe de bureau bon marché dans ma minuscule chambre de location. Chaque euro de pourboire allait dans mes économies. Pas de folie, pas de sortie le week-end. À 26 ans, j'avais économisé assez pour un apport initial sur une propriété côtière délabrée, un petit terrain avec une vieille maison qui nécessitait de sérieux travaux. Je l'ai rénové moi-même les week-ends, apprenant sur le tas, la transformant en un domaine de location pour les vacanciers d'été. Les clients ont commencé à revenir année après année, laissant des avis élogieux et la recommandant à leurs amis. Le mot s'est discrètement répandu dans les bons cercles. Une propriété est devenue 2, puis 4. J'ai réinvesti chaque euro, me concentrant sur les locations estivales haut de gamme le long de la côte atlantique et méditerranéenne, des endroits où les familles riches voulaient de l'intimité, des vues sur l'océan, et cette sensation d'exclusivité sans la foule des hôtels. Maintenant, mon entreprise possède une chaîne de domaines estivaux de luxe qui s'étend de la Normandie jusqu'à la côte basque. Ils sont complets des saisons à l'avance, générant plus d'argent que je n'aurais jamais pu en rêver à l'époque où je nettoyais des tables.
Mais je n'en ai jamais rien dit à ma famille. Ils m'imaginent encore en train de joindre les deux bouts, peut-être dans un appartement exigu, peinant à payer le loyer. Et honnêtement, je les ai laissés croire. C'était plus simple comme ça. Cependant, depuis 8 ans, j'envoie de l'argent à la maison anonymement via les comptes de l'entreprise. Assez pour couvrir le reste du crédit immobilier sur la maison de mes parents en Corrèze, les factures d'énergie qui augmentaient, les réparations du toit après cette grosse tempête, et même certains frais médicaux quand papa a eu besoin de kinésithérapie. Je n'ai jamais signé, jamais expliqué, juste des virements réguliers arrivant comme une horloge. Ils ont supposé que c'était Chloé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ma petite sœur avait toujours été la star, celle avec une présence tape à accent grave l'œil sur les réseaux sociaux, publiant sur ses missions de relations publiques en freelance, laissant entendre de gros clients et des projets excitants sans jamais donner de nom. Cela semblait assez impressionnant, surtout pour les gens de chez nous qui ne cherchaient pas plus loin. Et mes parents voulaient y croire. Se vanter du succès de Chloé leur donnait une bonne image dans leur petit cercle, prouvait qu'ils avaient élevé au moins un enfant qui avait réussi. La vérité ? Les revenus de Chloé étaient sporadiques au mieux, principalement de petits contrats et beaucoup d'événements de réseautage, mais l'argent continuait d'arriver, alors l'histoire a tenu bon. Il y a 2 semaines, une invitation est arrivée par la poste pour le mariage de Chloé. Du papier cartonné crème épais, une écriture élégante, le genre de choses qui crient l'argent. Cela ressemblait à une pensée après coup. Probablement l'idée de ma mère. Une case à cocher pour les apparences. La famille devrait être là, dirait-elle à ses amis. J'ai failli la jeter. Pourquoi m'infliger une autre soirée de piques subtiles et de comparaisons? Mais quelque chose me tourmentait. Peut-être la curiosité à propos de ce fiancé que je n'avais jamais rencontré, ou le fait de me demander si le temps avait adouci les choses à la maison, ou peut-être ce trait de caractère tenace qui refusait de les laisser penser que j'avais complètement disparu. Alors, j'ai libéré mon emploi du temps, fermé le bureau principal, et j'ai pris la route. Le trajet depuis notre siège près de Paris jusqu'à la Côte d'Azur n'était pas trop pénible, mais j'y suis allé doucement, l'étalant sur un voyage d'une nuit. Je me suis arrêté dans des endroits tranquilles au bord de la route pour regarder les vagues sous le clair de lune, j'ai pris un café dans des restaurants ouverts toute la nuit, et j'ai laissé la route calmer le bruit dans ma tête. Des questions tournaient en boucle tout le long du trajet. Remarquerait-il même ma présence? Chloé se vanterait-elle de sa vie parfaite? Et ce type, Adrien, quel genre d'homme épousait-il pour entrer dans cette dynamique? Au moment où je suis arrivé sur le parking privé du domaine, l'aube avait depuis longtemps cédé la place aux lumières du soir, et la fête battait déjà son plein. Je me suis garé, j'ai pris une grande inspiration de cet air salin familier, et je suis sorti, prête pour tout ce qui m'attendait à l'intérieur. La fête se déroulait sur la plage privée d'une manière qui criait l'élégance orchestrée. De longues tables couvertes de nappes impeccables étaient chargées de plateaux d'huîtres fraîchement écaillées scintillant sur de la glace pilée, de homards entiers disposés en rangées nettes, et de bols de cocktails de crevettes glacées qui captaient la lumière des guirlandes d'ampoules suspendues. Des serveurs circulaient avec des plateaux de vin blanc maintenus perfectly froids, versant dans des verres à pied qui reflétaient la douce lueur. Le groupe acoustique près du rivage jouait des mélodies douces, leur son se mêlant harmonieusement au murmure constant des vagues. Mes parents m'ont remarqué tout de suite alors que j'avançais dans le décor. Les yeux de papa se sont légèrement plissés en voyant mon jean et ma chemise décontractés, sa désapprobation évidente même à distance. Maman s'est tournée vers le groupe d'amis rassemblés autour d'elle, murmurant quelque chose à voix basse qui a provoqué des rires discrets et des regards entendus dans ma direction. C'était leur manière habituelle, jamais de confrontation directe, juste assez pour me rappeler que je détonnais pour toutes les mauvaises raisons. Chloé rayonnait au cœur de tout, sa robe blanche flottant dans la brise alors qu'elle riait avec les invités, bras dessus bras dessous avec Adrien de Valois, le marié, qui avait semblé si élégant sur les quelques photos que j'avais vues. Adrien m'a repéré en approche et m'a offert une brève poignée de main, sa prise ferme et son sourire étudié. « Heureux que vous ayez pu vous joindre à nous », a-t-il dit, mais son regard a rapidement balayé ma tenue, comme pour répertorier la différence entre moi et tous les autres. J'ai hoché la tête poliment et me suis dirigé vers le bar pour un moment de répit, le brouhaha de la foule m'enveloppant comme un bruit de fond. C'est là que Camille Fournier m'a trouvé, ma sœur cadette, celle qui avait toujours oscillé entre la lumière des projecteurs de Chloé et mon ombre. Nous nous étions confiés l'une à l'autre lors de ces appels tard le soir quand je débutais, et elle était le seul membre de la famille à avoir jamais connu toute l'étendue de ce que je construisais. Elle s'est glissée à côté de moi, me serrant rapidement et chaleureusement le bras. « Tu vas bien ?» C'est beaucoup, de les voir s'extasier comme ça devant Chloé.
rien n'a changé. Son inquiétude semblait sincère. Un rare point d'ancrage dans la soirée. Nous sommes restés là, silencieux un moment, à observer le flot des invités, les toasts portés, les photos prises, les histoires échangées sur les projets d'été et les connaissances communes. En remplissant mon verre d'eau pétillante, je me suis retrouvé près d'un couloir de service ombragé menant aux cuisines. Bertrand de Valois, le père d'Adrien, un homme corpulent au rire tonitruant qu'il utilisait souvent, était à l'écart, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse mais audible dans le calme relatif. Il faisait les 100 pas, insistant sur la nécessité que ce mariage prolonge un peu notre marge de manœuvre, et sur le fait que les entrées d'argent constantes du foyer Fournier maintenaient les choses à flot pour le moment. Je suis resté juste assez longtemps pour percevoir la tension sous ses mots, la façon dont il balayait la zone du regard avant de terminer l'appel. Plus tôt, j'avais surpris des bribes de conversation parmi mon propre personnel, des mentions de la fête des de Valois demandant soudainement des réductions sur certains suppléments haut de gamme, comme réduire le buffet de dessert ou limiter la durée du bar ouvert, des changements intervenus après que tout avait déjà été confirmé. Bertrand devenait également visiblement nerveux chaque fois que les fournisseurs mentionnaient les paiements finaux ou les confirmations de virement, esquivant avec des promesses de résolution immédiate. Céleste, sa femme, passait une grande partie du temps à son coude, ses doigts effleurant fréquemment les lourds bijoux qu'elle portait, ajustant les fermoirs ou les chaînes par de petits gestes répétitifs. Ces observations se sont accumulées progressivement, les coupes budgétaires de la part de personnes affichant une richesse illimitée, les habitudes téléphoniques anxieuses, la dépendance à des ressources familiales non vérifiées. Rien de flagrant, mais le schéma se dessinait régulièrement, le genre d'incohérence qui sonne l'alarme fort quiconque a navigué dans des transactions hôtelières à gros enjeux. Le malaise s'est transformé en quelque chose de plus concret, la reconnaissance que ce n'était pas seulement le trac du mariage ou la comédie belle familiale habituelle. Adrien nous a guidés, Chloé et moi, loin de la foule principale vers un coin plus calme près du bar extérieur, qualifiant cela de « moment familial décontracté », avant que la soirée ne s'intensifie. Il se déplaçait avec cette assurance désinvolte, celle que l'on acquiert en naviguant dans des salles remplies d'investisseurs potentiels. Notre famille a géré de nombreuses transactions importantes dans le secteur de l'immobilier de vacances de luxe, a-t-il dit, sa voix posée mais incisive. Des transactions de grande valeur qui exigent discrétion et alignement de la part de toutes les personnes impliquées. Il a fait une pause, soutenant mon regard. Ce serait dommage que quelque chose vienne gâcher la soirée parfaite de Chloé, ne pensez-vous pas? Chloé a serré son bras affectueusement, ses yeux pétillants d'une confiance totale, manquant entièrement l'avertissement subtil. J'ai offert un sourire neutre et un vague accord, ne laissant rien paraître. Alors qu'ils allaient saluer d'autres invités, je suis resté en arrière-plan, laissant les pièces du puzzle se mettre en place. L'habitude de Bertrand de vérifier son téléphone était devenue plus fréquente, sa mâchoire se crispant brièvement à chaque fois avant qu'il ne dissimule cela par un rire pour les sympathisants qui approchaient. Céleste s'éloignait rarement, sa main dérivant souvent pour ajuster cet élaboré collier, ses doigts s'attardant sur les pierres comme pour confirmer qu'elle n'avait pas disparu. Chloé circulait sans effort, présentant Adrien avec une fierté éclatante, mentionnant les vastes possessions de sa future belle famille dans des développements côtiers de premier ordre, le genre qui génère de sérieux revenus passifs. Elle le disait avec une joie si pure, convaincue que cette union lui assurait l'avenir qu'on l'avait élevée à attendre. Mes parents planaient à proximité, discutant avec leurs vieilles connaissances avec des hochements de tête satisfaits, racontant comment leur plus jeune fille rejoignait une famille d'une véritable solidité financière, une famille qui comprenait l'immobilier au plus haut niveau. Papa soulignait la fiabilité, maman faisait écho aux sentiments, tous deux se délectant de la promotion sociale que cela impliquait pour eux. Ces éléments se superposaient à tout le reste, la réduction soudaine des extras contractuels, l'urgence entendue à propos des délais, les vantardises qui restaient juste assez vagues pour éviter un examen approfondi. Cela formait une image que l'expérience m'avait appris à reconnaître, de la fumée là où il ne devrait pas y en avoir. Les incohérences ne criaient pas. Elles chuchotaient, persistantes et de plus en plus fortes à mesure que j'écoutais. Je me suis écarté un instant, sortant mon téléphone pour envoyer un suivi concis à Julien Quentin, mon directeur général de confiance, qui s'était avéré inestimable pour repérer les pièges potentiels dans le secteur au fil des ans. Creuse davantage sur les relations des de Valois, cherche tout signal d'alarme dans des développements ou partenariats récents. En attendant les détails, je suis retourné vers le bord de l'eau, la lueur de la fête s'estompant derrière moi tandis que les vagues offraient un rythme régulier. L'air frais a dissipé une partie de la frustration immédiate, aiguisant ma concentration sur ce qui comptait le plus, protéger l'entreprise que j'avais bâtie, indépendamment, libre de leurs attentes ou de leur implication.
Le ressentiment des années passées à être mises de côté a refait surface, mais canalisé maintenant en résolution. Quel que soit le complot en cours, il menaçait des actifs gagnés par un travail acharné et solitaire, non donné ou partagé. La réponse de Julien est arrivée rapidement, exposant des conclusions préliminaires qui correspondaient à mes soupçons. Maître Inès Moreau a suivi presque immédiatement, son appel confirmant la gravité de la situation depuis les canaux juridiques. Les de Valois géraient un système de Ponzi classique dans des parts de complexes hôteliers de luxe, vendant des participations dans des propriétés exclusives promises, utilisant les fonds entrants pour payer les rendements aux participants précédents tout en empochant le reste. Ils avaient mené des opérations similaires en commençant sur la côte atlantique, s'étendant prudemment pour éviter une détection précoce. Adrien était en réalité Guillaume Simon, la figure centrale d'une précédente entreprise effondrée qui avait ruiné plusieurs investisseurs. La brigade financière les avait sous enquête active, rassemblant méthodiquement des preuves pour des accusations irréfutables. L'afflux constant de fonds du foyer Fournier se démarquait de manière proéminente, peignant l'image d'une richesse cachée qui faisait du mariage un point d'ancrage idéal pour leur phase finale. Mon soutien anonyme pendant 8 ans avait par inadvertance fourni l'appât. Mes parents, l'attribuant aux réussites de Chloé, ont amplifié la façade que ces escrocs exploitaient. L'ironie était cinglante, mais l'émotion a cédé la place au calcul. J'allais transmettre les dossiers corroborants ce soir, des traces internes uniquement accessibles à moi, pour accélérer la conclusion et sécuriser mes intérêts. Les retombées familiales? Ils y feraient face seuls. La conséquence de privilégier l'apparence à la réalité, le favoritisme à l'équité. J'ai autorisé l'envoi des documents, retournant vers les festivités avec des décisions prises. Mon téléphone a vibré dans ma poche alors que je faisais encore face à l'océan sombre, l'écran s'illuminant du message sécurisé de Julien Quentin. D'abord, il avait joint un rapport préliminaire tiré de son réseau privé de contacts de l'industrie des notes qu'il avait gardé sur le nom de Valois depuis quelques années, quand il était apparu sur des listes de surveillance pour des promotions de développement de complexes hôteliers douteuses. Les entrées mises à jour de sources fiables dans les cercles bancaires et immobiliers peignaient un tableau troublant, des changements soudains dans le financement de projets, des retraits d'investisseurs, des schémas de promesses excessives qui ne se matérialisaient jamais. J'ai parcouru les détails sous la faible lueur, mon rythme cardiaque stable mais mon esprit analysant les implications. Avant que je puisse entièrement l'assimiler, Maître Inès Moreau a appelé, mon avocate de longue date qui avait géré chaque contrat majeur, chaque expansion depuis les débuts. Elle a sauté les politesses, sa voix professionnelle et urgente alors qu'elle recoupait ce que Julien avait envoyé avec ses propres canaux dans les bases de données réglementaires et juridiques. Les de Valois n'étaient pas seulement des promoteurs agressifs. Ils dirigeaient une véritable opération de Ponzi axée sur les propriétés de vacances de luxe. Ils proposaient une propriété fractionnée exclusive dans des complexes côtiers de premier ordre, promettant des rendements locatifs élevés et une plus-value basée sur une demande fabriquée. Les premiers participants recevaient des rendements pour générer du buzz et des recommandations, payés entièrement avec le capital apporté par de nouvelles victimes. Aucun développement réel n'avançait assez pour être viable. L'argent entrait, les paiements sortaient, les directeurs prélevant grassement au passage. Adrien de Valois était une identité fabriquée. Les dossiers le reliaient à Guillaume Simon, l'opérateur principal d'un précédent stratagème qui s'était effondré de façon spectaculaire, ruinant des dizaines d'investisseurs avant qu'ils ne disparaissent et ne refassent surface avec de nouveaux partenaires, Bertrand et Céleste jouant des rôles de soutien pour donner de la crédibilité. Les enquêteurs de la police judiciaire avaient ouvert une affaire il y a des mois, la construisant méthodiquement avec des écoutes téléphoniques, des relevés bancaires obtenus par assignation, et des témoins coopérants parmi les victimes précédentes. Ils étaient sur le point de prononcer les mises en examen, rassemblant les derniers fils pour des accusations multiples d'escroquerie en bande organisée, de fraude boursière et de blanchiment d'argent. La famille Fournier figurait en bonne place dans leur dossier. Ces virements réguliers et substantiels arrivant sur les comptes de mes parents constants, inexpliqués de l'extérieur créaient l'apparence d'une richesse cachée importante. Une cible parfaite pour les de Valois à poursuivre par le mariage, soit pour accéder directement au fonds, soit pour utiliser la connexion comme couverture temporaire tout en préparant leur fuite. Maître Moreau a confirmé froidement les mécanismes, des dépôts d'entreprises anonymes, acheminés proprement. Pas de signaux d'alarme du côté de l'expéditeur, mais le schéma de réception criait, enquête sur l'origine des fonds, dans toute investigation sérieuse. L'ampleur de la situation m'a frappé comme de l'eau glacée. Chaque virement que j'avais autorisé pendant 8 ans couvrant discrètement le crédit de la maison après la perte d'emploi de papa, les séjours imprévus à l'hôpital, le remplacement des véhicules,
Tout cela pour éviter une crise pure et simple sans chercher de remerciements ou de reconnaissance avait construit l'illusion exacte dont ces escrocs avaient besoin. Mes parents ont adopté le récit selon lequel Chloé fournissait tout, alimentant leur fierté et le diffusant assez largement pour atteindre les mauvaises oreilles. Les sacrifices faits dans l'isolement, les opportunités manquées pour réinjecter des ressources à la maison, se transformaient maintenant en appât pour une arnaque qui pourrait entacher tout ce que j'avais légitimement bâti. Il n'y avait plus de place pour les sentiments contradictoires. La trahison n'était plus seulement personnelle. Elle risquait des retombées professionnelles, un examen réglementaire, une atteinte à la réputation, et des gels potentiels d'actifs si un lien incorrect était établi. La décision s'est cristallisée sans hésitation. Je fournirai les chaînons manquants ce soir des journaux de routage interne, des historiques de transfert que je seul contrôlais pour accélérer l'action de la justice et protéger complètement mon entreprise. Mais étendre la protection à mes parents ou à Chloé, absorber les conséquences de leur aveuglement volontaire, du favoritisme qui élevait l'apparence au-dessus de la substance? Non. Ils avaient poursuivi la lueur du succès perçu, ignoré la réalité par commodité. L'humiliation, la ruine financière, les enchevêtrements juridiques à venir, cela leur appartenait entièrement. J'ai envoyé par texto des approbations à Julien pour des recherches plus approfondies si nécessaire, puis j'ai autorisé Maître Moreau à transmettre des dossiers de preuves sélectionnés directement à ses contacts établis au sein de l'équipe d'enquête. Le processus s'est accéléré, irréversible. Les mécanismes se sont enclenchés en douceur. Des années à construire des opérations propres portaient leurs fruits dans des moments comme celui-ci. J'ai rangé le téléphone et me suis retourné vers la fête illuminée, mais pas mesurée sur le sable. La musique flottait faiblement. Les rires continuaient sans interruption. Les invités restaient inconscients du changement qui se produisait juste en dehors de leur cercle. La résolution s'est installée fermement maintenant. Pas de regret, pas d'adoucissement. La nuit se terminerait différemment de ce que quiconque attendait, et je m'assurerai que mon chemin reste dégagé. Je me suis dirigé vers la zone du personnel derrière l'installation principale, où Julien Quentin était déjà sur place pour la supervision de routine de la soirée. Il avait pris l'habitude de passer personnellement lors des grands événements dans les propriétés phares, s'assurant que chaque détail se déroulait sans accroc. Il a levé les yeux de sa tablette quand je me suis approché, son expression changeant pour une inquiétude silencieuse en lisant mon visage. Nous sommes entrés dans un petit couloir de service, à l'écart des serveurs qui passaient, les sons étouffés de la fête filtrant à travers. Tout ce que toi et Maître Moreau avez envoyé, j'ai besoin que ce soit chargé sur le système audiovisuel principal, ai-je dit d'un ton égal. Prêt à remplacer l'affichage actuel à mon signal. Fais-le de manière fluide. Sans annonce. Julien a hoché la tête sans poser de questions, ses doigts se déplaçant déjà sur son écran pour se coordonner avec l'équipe technique. Il en avait assez vu au fil des ans pour faire confiance à mon jugement quand les choses devenaient aussi sérieuses. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Maître Moreau confirmant la transmission complète. Elle avait empaqueté les journaux de transfert et les documents justificatifs, les acheminant directement à l'agent principal de l'enquête de Valois. L'équipe surveillait à distance depuis des semaines, positionnée à proximité ce soir dans le cadre du protocole standard fort les cibles de haut profil. Ils interviendraient dès que l'exposition publique fournirait une cause probable claire. Tout s'alignait précisément, sans faille. Alors que la coupe du gâteau approchait la pièce maîtresse du programme après les toasts officiels, j'ai cherché Camille dans la foule. Elle était près du bord de la zone éclairée, sirotant un verre et observant les festivités avec cette expression familière et détachée. J'ai attiré son regard et incliné la tête vers la clôture en bois surplombant l'eau. Elle a suivi sans hésiter, et nous nous sommes éclipsés des tables lumineuses vers un endroit où les vagues offraient une couverture naturelle à la conversation. Une fois seul, j'ai été brève, exposant la structure du système de Ponzi, la véritable identité d'Adrien, la surveillance policière, et comment la piste financière de notre famille les avait attirés. Camille a écouté attentivement, son visage pâlissant légèrement à mesure que l'ampleur de la situation s'imposait. Elle n'a pas interrompu, a simplement tout absorbé, la tromperie, le risque, les années de crédit mal attribuées. Quand j'ai terminé, elle a expiré lentement. J'ai toujours suspecté que quelque chose clochait avec ce mariage précipité. Mais ça. Elle a secoué la tête, puis a croisé mon regard fermement. Tu fais ce qu'il faut. Tu en as assez porté pour nous tous. Il est temps de protéger ce que tu as gagné. Son soutien m'a touché solidement. Pas d'hésitation ou de plaidoyer pour reconsidérer au nom de la famille. Cela a renforcé la clarté que j'avais atteinte. Nous sommes restés là un instant de plus,
la musique et les rires lointains contrastant vivement avec le poids de la conversation. Je lui ai fait un petit signe de tête de remerciement avant de retourner dans la lueur de la fête. Chloé était maintenant au centre de la scène, posant pour des photos avec Adrien, son sourire large et aussi sincère que jamais. Mes parents les encadraient fièrement, dirigeant le photographe pour des photos de groupe avec les deux Valois, rayonnant comme si cette alliance scellait un rêve longtemps caressé. Les invités se sont rassemblés autour, levant leurs verres dans des acclamations informelles, partageant des histoires sur les saisons passées sur la Côte d'Azur et les projets futurs. L'énergie restait élevée, insouciante, la façade parfaite avant le changement. Je me suis positionné près du bord de la zone principale, assez près pour donner le signal quand je serais prête, assez loin pour observer sans attirer l'attention. Le gâteau à plusieurs étages attendait sur son présentoir, décoré élégamment de fleurs fraîches assorties au bouquet de Chloé. Les serveurs se préparaient pour la poussée cérémonielle au centre de la scène. L'anticipation montait naturellement dans la foule, les téléphones sortant pour les vidéos, les applaudissements prêts. Mon pouls est resté régulier, ma concentration absolue. Le mécanisme était en place, le timing parfait. Une froide détermination emplissait chaque souffle. Pas de doute, pas d'adoucissement. Les conséquences se dérouleraient exactement comme elles le devaient. Le gâteau à plusieurs étages est sorti de la tente latérale sur son chariot roulant, poussé par les serveurs jusqu'au centre de la scène en plein air sous des applaudissements enthousiastes. Des fleurs fraîches descendaient en cascade sur les côtés, assorties parfaitement au bouquet de Chloé, des bougies vacillant doucement dans la brise. Le groupe a enchaîné sans heurts sur un instrumental romantique, créant l'attente du moment que tout le monde espérait. Bertrand de Valois s'est avancé avec assurance, acceptant le microphone du DJ avec un large sourire. Il a levé son verre, sa voix tonnant chaleureusement sur la foule. À une union parfaite. Deux familles qui s'unissent dans la prospérité, la force et un avenir radieux. Nous avons bâti des fondations solides, et ce soir, nous célébrons leur jonction pour les générations à venir. Les invités ont levé leur verre en signe d'accord, les acclamations commençant à monter. Puis le grand écran derrière lui, qui faisait défiler des photos du couple, a clignoté une fois et a changé. Des documents du tribunal de commerce sont apparus en premier, les sceaux officiels visibles, listant les accusations d'une enquête antérieure. Ensuite, des photos plus anciennes d'Adrien côte à côte avec des images sous le nom de Guillaume Simon. Des résumés financiers ont suivi, cartographiant les flux de fonds selon les schémas classiques d'un système de Ponzi. Des autorisations de surveillance de la police judiciaire ont clos la séquence, les dates et les signatures claires. Les applaudissements se sont tus instantanément. Un silence est tombé, rompu seulement par des murmures confus alors que les gens se penchaient en avant, plissant les yeux pour comprendre. Le visage de Bertrand s'est figé au milieu de son toast, son verre toujours levé. Il s'est tourné vers l'écran, son visage blêmissant. Des agents en civil sont entrés des deux côtés de la plage, leurs brassards de police brillant sous les lumières alors qu'ils se déplaçaient avec détermination. Police judiciaire, a annoncé l'un d'eux calmement mais fermement. Bertrand de Valois, Céleste de Valois, Guillaume Simon. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, fraude boursière et association de malfaiteurs. Les menottes se sont refermées efficacement. Bertrand a balbutié des protestations au sujet d'erreurs. Céleste a halté et s'est agrippée à lui. Adrien Guillaume a tenté de reculer mais a trouvé son chemin bloqué. Chloé se tenait figée à côté du gâteau, le couteau à la main, oubliée, son expression passant de la confusion au déni. Ce n'est pas possible. C'est faux, a-t-elle murmuré d'abord, puis plus fort, secouant la tête alors que la réalité s'effondrait. Elle s'est affaissée sur une chaise voisine, la joie s'évaporant en un choc vide. Mes parents se sont frayés un chemin à travers les invités stupéfaits vers la scène, le visage pâle de panique. Papa a tendu la main désespérément. Fais quelque chose. Règle ça. Maman a fait écho, la voix brisée, c'est toi qui as de l'argent maintenant. Aide-nous à sauver ta sœur. Pas d'excuses, pas de questions sur le comment ou le pourquoi, juste des exigences de sauvetage, comme si l'obligation l'emportait sur tout. J'ai avancé à travers la foule qui s'écartait, mes bottes stables sur le sable. Julien m'a tendu le microphone sans un mot. La salle La Plage, en fait, attendait dans un silence tendu. Bonsoir, ai-je dit clairement, ma voix portant par-dessus les vagues. Je suis désolé pour l'interruption, mais il y a des informations que tout le monde ici mérite de savoir. J'ai fait un geste vers l'écran, qui affichait toujours les preuves. La famille de Valois dirigeait un système de Ponzi ciblant les investissements immobiliers de vacances.
Adrien de Valois est en réalité Guillaume Simon, avec un historique de fraude similaire. Des pauses pour que le poids des mots s'installe. Et ce domaine, tout le lieu de ce soir, fait partie de ma chaîne de propriétés estivales de luxe. Je le possède, ainsi que les autres le long du littoral français. Des allaitements ont parcouru l'Assemblée. Depuis 8 ans, c'est moi qui envoie de l'argent à la maison en Corrèze, les paiements du crédit, les factures, les réparations. Pas Chloé. Moi. Anonymement, parce que ça a toujours été comme ça. Chloé a levé les yeux de sa chaise, les yeux écarquillés par une nouvelle trahison. Mes parents se tenaient figés, la bouche ouverte mais silencieux. Je ne continuerai pas ce soutien, ai-je poursuivi. Rien de tout cela. Les liens familiaux s'arrêtent ici. Complètement. Définitivement. Plus d'aide, plus de contact. J'ai posé le microphone, me suis retourné et je suis parti à travers la foule qui s'est écartée sans résistance. Derrière moi, les sanglots de Chloé ont commencé, mêlés aux supplications frénétiques de mes parents qui s'estompaient dans l'air de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière. Des mois plus tard, la famille de Valois a fait face à des mises en examen formelles pour plusieurs chefs d'accusation, escroquerie en bande organisée, fraude boursière, association de malfaiteurs, la totale. Les procureurs ont saisi les actifs restants, les liquidant pour fournir une restitution partielle aux victimes dispersées dans plusieurs régions. Bertrand, Céleste et Guillaume Simon attendaient leur procès en détention provisoire, leur demande de libération sous caution ayant été refusée en raison du risque de fuite. De retour en Corrèze, la maison dans laquelle mes parents avaient vécu pendant des décennies a été saisie une fois que les paiements anonymes ont cessé. La banque a agi rapidement, forçant une vente en difficulté bien en dessous de la valeur marchande. Papa et maman ont fini dans un petit appartement de location en périphérie de la ville, le genre avec des murs fins et une buanderie commune. Leur ancien cercle social s'est évaporé. Les invitations se sont taries. D'anciens amis traversaient la rue pour éviter des conversations gênantes sur le scandale qui a fait la une des nouvelles locales pendant des semaines. Chloé a annulé officiellement le mariage par une brève déclaration publique, citant des « circonstances imprévues ». Ces vagues contrats de relations publiques ont disparu presque du jour au lendemain. Les clients se sont distancés de l'association, la laissant sans travail stable. L'isolement l'a frappée durement. Elle s'est retirée des réseaux sociaux, a cessé d'assister à des événements et a passé des jours dans un brouillard de vide alors que les personnes qu'elle considérait comme proches prenaient tranquillement leur distance. Camille Fournier a fait son choix clairement dès le début. Elle m'a contacté le lendemain de l'effondrement du mariage, offrant un soutien indéfectible sans jugement. Nous avons commencé à nous parler régulièrement, des appels téléphoniques qui s'étiraient tard dans la nuit, rattrapant des années de distance. Elle est venue plusieurs fois à Saint-Tropez, séjournant dans l'une des suites d'invités, et nous avons marché sur la plage, discutant de tout, des plans d'affaires aux dynamiques familiales que nous avions toutes deux navigué différemment. Finalement, elle a également coupé le contact avec nos parents et Chloé, incapables de concilier leur favoritisme de longue date avec les dommages qu'il a causés. L'entreprise, quant à elle, a prospéré d'une manière que je n'avais pas anticipée. La nouvelle de l'événement s'est répandue dans les cercles de l'industrie, non pas comme un ragot, mais comme une preuve d'intégrité. Les investisseurs et les partenaires ont apprécié la rupture nette avec toute contamination potentielle. Les réservations ont bondi pour les saisons à venir. J'ai conclu des accords pour 2 nouvelles propriétés, une en Bretagne avec des vues imprenables sur la côte rocheuse, une autre sur l'île de Ré, offrant un charme historique mis à jour pour le luxe moderne. La chaîne est devenue plus forte, sa réputation renforcée par la transparence et des opérations solides. La vie au domaine de Saint-Tropez s'est installée dans un rythme tranquille. J'appréciais les matinées à examiner les projections d'expansion, les après-midi à me promener sur le terrain ou à rencontrer le personnel au sujet des expériences des clients, et les soirées à regarder les couchers de soleil depuis la terrasse sans interruption. En repensant à tout cela, la leçon ressort nettement. Favoriser un enfant tout en diminuant un autre, poursuivre l'illusion du statut et de la richesse sans en remettre en question la source, cela a un lourd tribut. Mes parents ont perdu leur maison, leur position, le respect de leur fille. Chloé a perdu l'avenir qui lui avait été promis. Les de Valois ont perdu leur liberté et tout ce qu'ils avaient volé. Les gens essaieront toujours de vous juger en fonction de votre point de départ ou de votre apparence en surface. Laissez-les faire. Pendant qu'ils sont occupés à vous regarder de haut, vous construisez quelque chose de réel, quelque chose de durable. En fin de compte, le vrai succès ne consiste pas à leur prouver qu'ils ont tort avec un moment dramatique. Il s'agit de s'en aller,
sachant que vous avez créé votre propre chemin selon vos propres termes, libre de leurs limitations. Et cela vaut plus que toutes les excuses ou réconciliations qu'ils pourraient offrir trop tard.